Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Conversation 1. Question 1. Dès mon retour de l'étranger, je voudrais faire une surprise à nos amis. J'ai pensé à organiser une croisière en l'honneur des retrouvailles. Qu'est-ce que tu en penses? Intéressant, mais maintenant, il pleut beaucoup ici. Pourquoi ne pas organiser une petite fête? Ce serait aussi sympa. Conversation 2. Question 2. Salut Stella. Je vais bientôt m'installer dans ta ville et je voudrais savoir quel est le transport en commun le plus abordable là-bas. Alors, si tu veux vraiment faire des économies, le bus est le plus indiqué contrairement au taxi et au métro. Conversation 3. Question 3. Salut Stella. Ça va? Ça fait longtemps. Dis-moi, est-ce que tu as des nouvelles de Wilfried? Pas vraiment. En fait, ça fait plus d'1 an que je ne l'ai pas vu, mais aux dernières nouvelles, il travaillerait dans une grande bibliothèque de la place. Conversation 4. Question 4. S'il te plaît, Joël, je suis dans le quartier de Mirabel, précisément au bout de la rue Georges XII, mais j'ai complètement oublié où se trouve sa maison. En plus, je n'arrive pas à la joindre. Tu peux m'orienter, s'il te plaît? Oui, tu es déjà arrivé à destination. Regarde l'église. En face, c'est sa maison. Question 5 à 8. Annonce publique. Vous allez entendre des annonces publiques. Écoutez chacune des annonces et répondez à la question. Annonce 1. Question 5. En raison de difficultés d'acheminement du personnel, le train à grande ligne première classe à supplément place couchée, numéro 3684, à destination de Bruxelles Midi, départ initialement prévu à 23h16, est supprimé. Nous vous prions d'accepter nos excuses. Merci de votre compréhension. Annonce 2. Question 6. Mesdames et messieurs, nous allons atterrir dans quelques minutes. Veuillez retourner à votre place et attacher votre ceinture. Veuillez éteindre votre téléphone portable. Conservez votre ceinture attachée jusqu'à l'extinction du signal lumineux. En bas de la passerelle, avancez de quelques pas et suivez les instructions du personnel au sol. Nous espérons que vous avez passé un agréable vol en notre compagnie. Annonce 3. Question 7. Avis à tout le personnel enseignant. La sécurité de l'établissement vient de détecter la présence de fumée provenant de l'aile B du bâtiment. Nous vous prions d'acheminer sans délai
tous les élèves vers la zone de rassemblement C en suivant scrupuleusement les consignes de sécurité. Merci pour votre prompte réaction. Annonce 4. Question 8. Votre attention s'il vous plaît. Le spectacle va bientôt commencer. Nous vous prions d'entrer en salle, tout en restant derrière la cordelette qui est posée au sol et de ne pas toucher au projecteur. Nous vous souhaitons de passer de bons moments dans nos locaux. Question 9 à 14. Message sur répondeur téléphonique. Vous allez entendre des messages sur répondeur. Écoutez chaque message et répondez à la question. Message 1. Question 9. Salut Maurice, c'est Pierrot. Je vais sur Paris demain soir pour des raisons professionnelles. J'en aurai pour 3 jours exactement. Est-ce que c'est possible que tu gardes mon chat pendant cette période? Réponds-moi vite. Message 2. Question 10. Je vous appelle de la part du salon de coiffure La Pureté. Savez-vous qu'actuellement La Pureté offre 15% de réduction sur tous les soins de beauté? Profitez-en vite. Nous sommes ouverts tous les jours à partir de 11 h et nous espérons vous voir très bientôt parmi nous. Message 3. Question 11. Salut Pascal, c'est Justine. Tu vas bien ce matin? Est-ce que tu peux te joindre à nous demain vers 16 h après ton cours d'espagnol? En fait, Stella, Maëlle et moi avons pensé à offrir un cadeau commun à grand-mère pour son anniversaire. Rappelle-moi vite. Message 4. Question 12. Monsieur Blériot, Monsieur Brandt à l'appareil. Jusqu'ici mon véhicule n'a pas encore été livré. Ça fait déjà 3 jours de retard de livraison. Veuillez me rappeler urgemment pour régler ce problème. Message 5. Question 13. Salut Jeanne. Comment vas-tu? Malheureusement, je ne serai pas disponible ce matin comme prévu. En fait, mon fils vient de faire une chute, il s'est cassé le bras. Du coup, je dois urgemment l'emmener à l'hôpital. On se verra plus tard. Message 6. Question 14. Bonjour. Vous avez récemment déposé votre candidature pour un poste de technicien de surface au sein de la société Cartex et compagnie. À cet effet, serez-vous disponible pour un entretien le vendredi 20 décembre?
Merci de confirmer votre présence auprès de notre secrétaire au 09 60 56 34 32. Question 15 à 20. Micro-trottoir. Micro-trottoir 1. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Pourriez-vous vivre chez vos parents après l'âge de 25 ans? Indiquez si la personne interrogée A. Pourrait le faire sans difficulté. B. Pourrait le faire mais uniquement par contrainte. C. Reconnaît que cette pratique revêt des avantages et des inconvénients. D. Ne se prononce pas. Personne 1. Question 15. Cela n'est pas courant ni même désirable de vivre avec ses parents à 25 ans. À cet âge, on désire généralement être autonome et vivre sa propre vie. Néanmoins, si je traverse des moments de galère à 25 ans, je serai obligée de rester sous le toit familial pendant un moment le temps de me reconstruire. On ne peut juger sans savoir. Personne 2. Question 16. Pour moi, ce n'est pas à réfléchir car le jeune adulte profite vraiment de sa présence en famille. Je pense que faire ses études avec un travail à côté et un appartement à gérer est très difficile. On a des semaines de 7 jours et des soucis plein la tête, des préoccupations qui n'ont rien à voir avec les études. Certains réussissent, mais force est de constater que le travail étudiant n'aide pas du tout à réussir ses études, à avoir le temps, l'énergie et la disponibilité nécessaires pour passer par exemple des concours ou réussir à ses examens. Personne 3. Question 17. Vivre chez ses parents n'est pas une tare, c'est culturel, et je m'aligne très bien avec ma culture et mes traditions. Dans notre famille, par exemple, c'est une marque de bonne éducation. On ne quitte la maison familiale que si on est marié ou si on doit travailler loin de chez ses parents. Mon frère qui travaillait à Agadir est revenu vivre chez mes parents après sa mutation dans la banlieue de Rabat. Il a 38 ans et n'est pas encore marié. Micro-trottoir 2. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous d'accord qu'Internet rend les gens solitaires? Indiquez si la personne interrogée A. Est totalement d'accord avec cette affirmation. B. Est totalement contre cette affirmation. C. Reconnaît qu'Internet peut rapprocher ou isoler. D. Ne se prononce pas. Personne 1. Question 18. Internet constituerait un facteur d'isolement social pour de nombreux individus. En fait, de plus en plus de gens passent des heures à surfer pour y effectuer des recherches, y travailler. Même au travail, ils sont seuls en raison du travail à distance. Les travailleurs ne sont plus regroupés dans un lieu commun. Certains travaillent ensemble durant des mois, des années, sans jamais se rencontrer. Ils échangent des courriels, se parlent au téléphone, communiquent via des réseaux internes. Personne 2. Question 19.
Internet peut être utilisé comme un moyen de communication qui nous permet de rester en contact avec nos amis et contacts du monde entier. Par exemple, grâce aux plateformes comme WhatsApp, Facebook et bien d'autres, on peut se faire des amis quelle que soit notre localisation dans le monde. Donc, je ne pense pas qu'Internet soit une source d'isolement. Personne 3. Question 20. Internet offre un moyen très polyvalent de communiquer avec vos connaissances. Par exemple, depuis que je vis ici, je suis en permanente communication avec les membres de ma famille. Cependant, certaines activités sur la toile sont addictives, ce qui peut aussi nous isoler. Imaginez une personne qui passe ses journées sur Facebook à voir des films. Elle n'a pas de temps pour socialiser. Questions 21 et 22. Chronique radio. Vous allez entendre 2 chroniques diffusées à la radio. Écoutez chaque chronique et répondez à la question. Chronique 1. Question 21. Tous ceux qui sont déjà allés au Japon le savent, impossible de ne pas remarquer ces innombrables distributeurs automatiques, de boissons notamment, qui fleurissent à tous les coins de rue, parfois alignés les uns à côté des autres. Ils sont partout. Dans les rues bien sûr, mais aussi dans les gares, dans les hôtels, dans les trains, et même au sommet du mont Fuji. Ça paraît dingue, mais c'est vrai. Vous imaginez ça chez nous? Un distributeur de boissons au sommet du Mont Blanc? Non, il y a déjà assez de détritus comme ça là-haut, sans rajouter des piles de canettes vides laissées par les touristes. Évidemment, au Japon, cette question ne se pose pas. D'ailleurs, les distributeurs sont pour beaucoup équipés de réceptacles pour le recyclage ou d'une poubelle dédiée juste à côté. Un autre problème qui ne se pose pas pour les Japonais, c'est celui du vandalisme. Si chez nous le moindre distributeur envoie de toutes les couleurs, ce n'est pas le cas chez eux. C'est une des nombreuses raisons qui expliquent le succès de ces machines dans l'archipel. Question 22. Chronique 2. Le marché du soutien scolaire ne faiblit pas. Les familles sont prêtes à consacrer un budget conséquent pour assurer la réussite de leurs enfants dans un contexte de défiance envers l'éducation nationale, de dégradation du niveau scolaire et de creusement des inégalités. Grâce à l'élargissement de l'offre et au développement de nouveaux concepts, les leaders du soutien scolaire ont vu leur chiffre d'affaires progresser de près de 5% par an depuis 2012. Une dynamique qui se poursuivra au rythme de l'augmentation du nombre d'élèves du second degré, principale cible des entreprises. Et c'est sans compter sur l'amélioration du pouvoir d'achat et les avantages fiscaux liés au CESU qui viendront soutenir les dépenses des parents. Au total, le marché adressable est estimé à 2,1 milliards d'euros. Avec un bémol, le travail au noir représente encore entre 70 et 80% du marché.
Questions 23 à 28. Interview. Lisez les questions, ensuite, écoutez l'interview et répondez aux 2 questions. Interview 1. Questions 23 et 24. Bienvenue Olivia Ruiz. Merci beaucoup. On est ravis de vous accueillir pour parler de votre spectacle Bouche cousue. Alors, quelle est l'ambiance? Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve beaucoup d'Espagne, mais on y trouve aussi une mise en scène signée Jérémy Lippmann qui permet à travers des projections de citations et d'images sur une superposition de 2 tulles mécaniques, une immersion dans des thématiques telles que le secret de famille, le silence, la transmission, la construction de la personnalité quand on est issu de l'exil ou descendant de l'exil, et un retour sur l'importance du collectif aussi. Ça, c'est crucial dans ce spectacle. Finalement, au fur et à mesure du temps, vous allez de plus en plus explorer vos origines espagnoles. Effectivement, ça a toujours été présent, mais je crois que le fait que ce qui se passe dans notre société actuelle m'ait permis de me rendre compte d'à quel point l'épisode de la guerre d'Espagne était un véritable miroir de notre époque. Ça, voilà, m'a amené à une espèce d'état d'urgence à en parler. Voilà, c'est ça, un besoin d'en parler. Alors justement, vous chantez, vous vous exprimez, et pourtant le spectacle s'appelle Bouche cousue. Pourquoi? Parce que le sujet, c'est ça, c'est comment assassine-t-on le silence? Comment libère-t-on la parole? Et en quoi c'est quelque chose qui ne peut que générer du positif. Interview 2. Questions 25 et 26. Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour. Le plan santé du gouvernement, des détails donnés par le Premier ministre Gabriel Attal. On en sait donc plus sur la taxe lapin. Sanction de 5 € si un rendez-vous n'est pas honoré, s'il n'est pas annulé 24 heures à l'avance. 5 € au profit du médecin. Ce sera à lui de les demander aux patients. Vous demandez au médecin de faire la police. Non, c'est pas ça, c'est qu'il nous faut libérer du temps médical. On sait très bien que nous avons un manque de médecins et quand nous avons libéré le numerus clausus en 2018, il nous faut entre 10 et 12 ans pour former plus de médecins. On accélère, on continue à accélérer, mais il nous faut libérer du temps médical. Et nous portons depuis plusieurs années d'ailleurs
des différents textes qui nous permettent de libérer du temps médical sur les infirmières à pratique avancée, sur les annonces là que vient de faire le Premier ministre. C'est l'idée, la philosophie, c'est comment donner du temps médical. Et donc, évidemment, ceux qui n'honorent pas leur rendez-vous, il faut qu'il y ait une sanction. On a apporté un texte, Astrid Panosian, qui est une députée Renaissance, a apporté un texte en février, la taxe lapin, comme vous l'avez dit, qui a été repris par le Premier ministre, et je m'en réjouis. Alors, justement, sur l'application concrète de cette mesure, quand même, il y a entre 25 et 30 millions de rendez-vous non honorés par an. Donc, l'enjeu est majeur, mais les médecins interrogés, y compris ce matin sur France Info, nous disent, ça va pas changer grand-chose, cette taxe-là, et puis c'est nous mettre dans un rôle un peu délicat aussi. Non, dans l'organisation même, d'ailleurs, qui devra être précisée, l'idée, elle n'est pas de compliquer le système, c'est de faire en sorte que chacun soit responsabilisé. Quand vous venez pas à un rendez-vous médical, c'est que vous prenez la place de quelqu'un d'autre qui pourrait prendre ce rendez-vous. Et donc, au fond, c'est de dire, c'est normal qu'il y ait une sanction, et qu'il y ait une sanction pour celui qui n'a pas honoré le rendez-vous, mais aussi faire en sorte que les médecins qui, parfois, ratent 3, 4 rendez-vous dans la journée, ne soient pas sanctionnés financièrement. Interview 3. Questions 27 et 28. Vous avez passé combien de temps derrière les barreaux? 6 ans et demi. Et qu'est-ce que vous aviez commis comme crime? J'avais participé, j'étais l'instigateur d'un vol à main armée. Et durant ce vol à main armée, il y a eu mort d'homme. Je ne suis pas le responsable direct, mais j'ai quand même cette culpabilité forte en moi. Quel regard vous portez sur l'avant-prison, finalement, cet acte-là? L'avant-prison, j'étais en errance. J'étais en errance identitaire, je ne savais pas qui j'étais. J'étais en souffrance, j'étais un jeune maltraité. Et donc j'étais complètement en errance sociale, identitaire. Voilà, je savais pas ce que j'étais. Ouais. Finalement, la prison, c'est un lieu fermé, mais ça m'a ouvert. C'est joli cette phrase. C'est un lieu fermé, mais qui m'a ouvert parce que avant la prison, je n'étais que ce qu'on avait fait de moi. Et dans la prison, j'ai pu déconstruire tout ça et reconstruire celui que je suis aujourd'hui. C'est ce que dit un petit peu David, hein, c'est un espèce de... On vous a forcé à cette réflexion, à ce temps de pause, vous aviez un cadre, oui. Et tout d'un coup, vous avez pu vous retrouver face à vous-même. Oui, mais après, c'est pas aussi simple que ça. Non, évidemment. C'est pas en entendant les verrous des portes se fermer derrière vous que la magie opère. C'est surtout déjà... j'avais une attente. J'avais une attente forte concernant l'institution pénitentiaire. J'attendais qu'elle me répare. Qu'elle me répare dans ma capacité à accepter la différence des uns et des autres, dans ma capacité à respecter les règles, à comprendre le monde dans lequel j'allais évoluer et surtout à comprendre ce qu'on attendait de moi. Puisqu'il y avait ce drapeau français au-dessus de la porte, alors tout ce que mes parents avaient loupé dans mon parcours, j'avais peut-être une chance de le retrouver là. Que peut-être même tous les éducateurs que j'avais pu rencontrer dans les foyers que j'avais fréquentés, ce qu'ils avaient loupé, j'allais pouvoir le récupérer là. Et là, j'ai trouvé plus de violence au centimètre carré que j'en avais pu en voir auparavant. J'ai trouvé que tout ce qui était interdit à l'extérieur, eh bien là, c'était omniprésent. Et donc ça m'a cueilli, si je puis dire. Et j'ai mis dans le mauvais sens, en fait. Oui, bah oui, au départ, dans le mauvais sens. Absolument. Et donc pendant tout le temps de
ma préventive, ma détention préventive. Une détention préventive, c'est une détention dans l'attente d'être jugé, condamné. Et donc, vous n'avez pas de perspective, vous n'avez pas de date de libération, vous savez pas quand vous allez sortir. Et à 18 ans, alors que vous n'êtes pas assisté, que vous êtes seul, c'est la jungle, quoi. C'est la jungle. Et donc, j'ai commis plus d'actes de violence en prison que j'ai pu en commettre à l'extérieur. C'est par la force des choses. J'avais jamais dealé quoi que ce soit à l'extérieur et je me suis retrouvé à dealer des choses à l'intérieur pour survivre, pour améliorer mon quotidien, pour exister dans un groupe. Voilà. Donc, et on s'en sort pas tout seul, mais je vais pas faire exception à la règle. Et c'est à travers des rencontres, effectivement, en prison, que j'ai pu trouver la rédemption, si je puis dire. Oui, c'est le titre de votre livre, Itinéraire d'un enfant cassé. Questions 29 et 30. Reportage radio. Vous allez entendre un reportage radio. Écoutez-le, et répondez aux 2 questions. Il y en a quelques-uns qui sont très intéressants. Nelson Almeida travaille pour les Girondins de Bordeaux depuis plusieurs années. Il a l'œil pour détecter les talents. Comme une quarantaine d'autres recruteurs de clubs français et étrangers, il a répondu à l'invitation de l'application Foodsider qui organisait déjà sa 5e journée de détection depuis sa création. Ce qui est bien sur ce genre d'événement, on a une visibilité sur pas mal de joueurs. Ça peut être un tremplin. Pour certains, ça le sera, c'est une certitude. Face aux recruteurs, ils étaient une centaine à tenter de se faire remarquer sur un terrain de l'Est parisien. Ibrahima a fait tout ce qu'il a pu. Arrivé de Côte d'Ivoire il y a un peu plus d'1 an, il joue sans licence en Ile-de-France et se cherche un nouveau point de chute. J'ai venu faire essai maintenant pour tenter ma chance. C'était bien passé. Moi, mon rêve, quel club qui veut de moi, j'ai pas de soucis. Ces journées de détection sont l'un des piliers du fonctionnement de Foodsider, une application lancée début 2023, dont Riyad Mouib est l'un des cofondateurs. Ce projet-là, il vient d'un constat depuis plusieurs années où se posait la question comment faire pour aider les jeunes joueurs de football à multiplier leurs chances pour essayer d'être repérés, mais aussi aider les jeunes joueurs à trouver des clubs vraiment près de chez soi. La star Ronaldinho et l'international algérien Yassine Brahimi sont aussi cofondateurs de ce réseau social qui a déjà séduit 125 000 utilisateurs et 1500 clubs professionnels ou amateurs. Présent lors de la journée de détection, Gabriel, 17 ans, a tout de suite été emballé. C'est simple, en gros, c'est une application, on peut mettre des vidéos de soi. Moi, je suis défenseur central, donc je peux mettre des relances, des interceptions, mais si on attaque, on peut mettre ses buts. En fait, plein de vidéos de soi qui nous mettent en valeur. Et après, il y a des gens qui sont dans la cellule de recrutement pour voir après quel profil peut être intéressant. C'est une porte en plus, en fait. Un nouveau moyen de se démarquer dans un univers ultra concurrentiel. Défenseur du PSG et champion du monde avec les Bleus en 2018, Presnel Kimpembe soutient le projet. C'est pour tous ces petits jeunes, c'est compliqué. Après, on est tous passés par là. Avec l'application, ils ont la chance aujourd'hui de pouvoir espérer. Loin du faste de la Ligue des Champions, les laissés pour compte sont nombreux et le réseau social prévoit aussi de les aider sur le continent africain. On a beaucoup de demandes en Afrique. L'objectif, il est double. C'est d'aider les clubs locaux à trouver des joueurs, parce qu'il y a plein de joueurs qui jouent à la plage, dans la rue, etc. Mais on veut lutter aussi contre les faux agents et faux intermédiaires. Ça va être un message important à expliquer aux jeunes joueurs africains. Foodsider a d'ores et déjà prévu une journée de détection à Casablanca au Maroc début juillet.
L'application devrait ensuite être lancée sur le continent à la fin de l'année, au plus tard début 2025. Questions 31 à 40. Documents audio divers. Vous allez entendre divers documents audio. Écoutez chaque message et répondez à la question. Question 31. Améliorer les conditions de vie et de travail de ses soignants, voici l'objectif que se fixe la PHP. En 4 ans, le groupe des hôpitaux de Paris a perdu 11% de ses infirmiers. Il lui faut donc redevenir attractif et le logement de ses personnels devient une priorité. Le groupe veut doubler ses capacités en passant de 600 logements attribués chaque année à 1200. Question 32. Il est vrai que nos animaux contribuent au réchauffement de la planète. Cet impact est surtout dû à la production de leur nourriture, qui contient souvent de la viande. Selon un chercheur britannique, sur une année, la nourriture d'un chien de 22 kg émet 0,5 tonnes de CO2. À titre de comparaison, en moyenne, c'est presque un mois d'émissions de CO2 d'un Français. Plus le chien adopté est grand, plus sa consommation est importante, et plus elle émet de CO2. Question 33. Si ce matin vous mourrez d'envie de mettre ce nouveau pantalon que vous venez d'acheter ce week-end, je vous dis tout de suite stop, lavez-le avant, car vous vous dites sans doute au fond de vous-même que ce serait mieux de le laver, mais en même temps, il était bien repassé et plié dans le rayon du magasin, il n'y a pas de raison, je vais le mettre et je le laverai après, sauf que c'est pire que ce que vous pouvez imaginer. Comme le raconte le site de Femme Actuelle, on peut trouver dans un vêtement neuf du chlore, du plomb, du nickel et tout un tas d'autres substances toxiques interdites dans l'Union européenne car mauvaises pour la santé. Le problème, c'est que ces substances, elles sont pas interdites partout dans le monde et que vos vêtements, eh bien, viennent finalement assez rarement de l'Union européenne. Question 34.
L'architecte Colombia Manuel Villa a conçu une petite maison dans la cour arrière d'une maison principale dans la banlieue de Bogota. Conçue spécialement comme une aire de jeu pour les parents et les jeunes enfants, la petite maison en forme de nid d'abeille semble avoir atterri dans les bois depuis l'espace. Son pont avant semble s'être ouvert loin de la structure principale, créant l'illusion qu'un panneau latéral de la maison s'ouvre sur la structure principale, comme une porte de vaisseau spatial. Le mur ouvert est en verre, pour une vue panoramique sur les bois, et à l'intérieur, il peut servir d'aire de jeu, de bureau, de salon, de salle à manger, ou même de chambre d'amis. Question 35. Si le plastique est devenu si populaire, c'est parce que ce matériau combine plusieurs qualités. Il est malléable, léger, robuste et résiste aux intempéries et à la plupart des agents chimiques. Mais ces qualités sont aujourd'hui un problème du point de vue environnemental, car les milliards de tonnes de déchets plastiques non recyclables qui se retrouvent dans la nature prennent des siècles à se dégrader. Cependant, des chercheurs de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, dirigés par le professeur Jérémy Lutherbacher, annoncent avoir réussi à contourner ce problème. Fabriqué à partir de déchets végétaux, leur plastique est extrêmement solide, peut être recyclé chimiquement ou bien se dégrader en sucres inoffensifs dans l'environnement. Question 36. En Irlande, le nombre d'insectes volants, espèce incontournable pour la survie des écosystèmes, a régressé de plus de 70% sur une période d'environ 40 ans, sans que les chercheurs ne puissent déceler la cause avec exactitude. D'après ceux ayant effectué des recherches dans des zones protégées, les pesticides agricoles seraient à l'origine de cette situation alarmante. Leur rapport soutient clairement que cette diminution drastique a été observée, quels que soient les changements météorologiques et le type d'exploitation des sols. Question 37. Le cardinal de Richelieu a passé sa vie à rassembler des livres, manuscrits et imprimés pour constituer l'une des plus belles bibliothèques du XVIIe siècle. En Île-de-France, Amandine a elle aussi une très belle bibliothèque, à ciel ouvert la sienne et sur roulette. À l'aide de son triporteur, le savoir et la connaissance se rendent au plus près des habitants des villes et des campagnes alentours. Question 38.
d'entre nous aurait-il génétiquement plus de chances de réagir à l'aluminium des vaccins? L'hypothèse avait déjà été posée. Aujourd'hui, le professeur Romain Guérardi la renforce. En effet, son étude, révélée par Le Parisien ce matin, met en avant une prédisposition génétique à développer une maladie après la vaccination, la myofascite à macrophages. Les symptômes: fatigue, douleurs musculaires, voire troubles neurologiques. Une lésion déclenchée pour certains par l'aluminium utilisé comme adjuvant, c'est-à-dire un composant qui stimule la production d'anticorps. Grâce à lui, le vaccin est plus efficace plus longtemps et il évite de multiplier les injections. Mais pour certains, cet adjuvant pourrait être remplacé. Question 39. C'est une course contre le froid, un combat de chaque instant et l'errance durant plusieurs heures pour ces sans-abri. Il fait moins 5 degrés, un premier hiver à la rude pour Colette, 61 ans. L'humour pour briser la glace, les cigarettes pour la petite bouffée de chaleur et ce temps qui s'étire. Question 40. Supprimer les devoirs, les enseignants y sont défavorables, car selon eux, c'est aussi une façon de créer du lien entre les instituteurs et les parents. Réviser des tables de multiplication, par contre, parler d'un exposé qu'on devra faire dans les jours à venir, voilà un objet de dialogue qui est important et qui maintient justement cette relation indispensable entre l'école et la famille. Les devoirs à la maison, une exception française, d'autant plus si l'on considère que les journées de nos enfants à l'école font partie des plus longues au monde.